Le plaisir aujourd'hui de vous accueillir en compagnie de Madame Angélique Pasquet et Monsieur Christophe Kapfner, qui vont vous parler des ravages causés par la sclérose en plaques et les moyens de les surmonter. Pour info, donc, Angélique, outre le fait qu'elle a été une fort brillante étudiante en spécialisation immobilière, et qu'elle est actuellement donc agent immobilier, a toujours voulu s'investir et continue à s'investir, et pour vous, et sur son asso. Donc, elle va vous parler maintenant de tout ce qu'elle fait dans le cadre de son asso. Merci de votre attention, et je laisse la parole à Angélique. Bonne matinée, et je vais vous chercher les cafés. Merci. Tu veux revenir sur là avec des cafés. Peu importe, comme ça tu l'auras. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc il y en a certains que je connais dans les pays déjà. Bon, maintenant vous savez tout. En plus d'être agent immobilier, donc j'ai une sclérose en plaques. Avec Christophe, on est bénévole au sein de l'association CEP Avenir. Et moi, depuis 1 an et demi, je suis de plus en plus investie dans cette association qui est une association de patients. Et depuis le mois d'octobre, je suis passée référente région sur cette association. Donc voilà, on vous parlera un petit peu de la maladie pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et des actions qu'on mène avec cette association et des événements qu'on organise et tout ça. Voilà. Et ce qu'on vous propose à la fin, si vous avez des questions, si on a un petit peu de temps, on essaiera d'y répondre avec plaisir. Et on prendra le relais petit à petit pour parler tous les deux de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc pour commencer, on va vous parler de quelques chiffres de la sclérose en plaques, parce que c'est quand même assez important. Aujourd'hui, on a plus de 130 000 malades partout en France. Sur la région Occitanie, on a à peu près 10 000 diagnostiqués aujourd'hui. C'est une maladie qui touche principalement des femmes. Le diagnostic, il va plutôt donc se faire entre 25 et 35 ans en moyenne. Et on a plus de 5 000 diagnostiqués par an de cette pathologie aujourd'hui. Et on a la chance, entre guillemets, d'avoir un diagnostic, on en parlera tout à l'heure, qui se fait beaucoup plus facilement, on va dire, et surtout plus rapidement. Il faut savoir aussi que c'est la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte après les accidents de la route. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la sclérose en plaques, donc c'est une maladie auto-immune, donc ça veut dire entre guillemets que c'est le corps qui va s'attaquer contre lui-même, comme d'autres maladies auto-immunes, et c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qui va dégénérer au fur et à mesure de l'évolution de la pathologie. Ça touche principalement le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est donc le cerveau et la moelle épinière. Et c'est une maladie qui va évoluer, on va détecter en fait aux IRM des taches au niveau du cerveau ou de la moelle épinière sur certaines zones. Et en fonction des zones qui vont être touchées, ça va nous déclencher certains symptômes dont Christophe vous parlera un petit peu tout à l'heure. Je me dis si j'oublie des trucs. Alors, la gaine de myéline, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même hyper important avec cette pathologie. Il faut savoir que donc, dans le cerveau, on a des neurones. Ces neurones, ils sont protégés, comme vous le voyez sur le schéma, par une gaine de myéline. J'aime bien prendre l'exemple du fil électrique qui est protégé donc, par une protection, par un enrobage, on va dire. Cette gaine de myéline, quand la sclérose en plaques est détectée, quand elle évolue, elle est endommagée, elle va être grignotée. Si vous reprenez l'exemple du fil électrique, si le fil électrique il est dénudé, si son enrobage il est abîmé, ben la conduction électrique va moins bien passer. Avec la gaine de myéline qui est endommagée, avec la sclérose en plaques, c'est la même chose. Quand la gaine de myéline est endommagée, l'information passe plus, ou passe pas correctement en tout cas. Et aujourd'hui, cette gaine de myéline, on n'a rien pour la régénérer. Une fois qu'elle est endommagée, c'est fini. Merci. Une fois qu'elle est endommagée, c'est terminé. On ne peut plus rien y faire. Merci Bruno. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'éviter justement que la maladie évolue, d'éviter qu'on ait des poussées et donc cette gaine de myéline endommagée. Et je vais laisser la parole à Christophe qui va vous parler des différentes formes de sclérose en plaques. Alors, on classe les SCLEP en 2 grandes formes, les récurrentes rémitantes et les progressives. Dans les formes rémitantes, ça évolue par poussée
Il y a des épisodes de rémission plus ou moins grands entre les poussées, et ce sont les plus fréquentes. Il y a entre 80 et 90% d'écart. Ces formes-là peuvent évoluer au cours de la maladie vers une forme progressive. Les formes progressives, donc, l'évolution est lente et les symptômes neurologiques évoluent lentement. Elles concernent 10 à 15% des cas. Et il y a deux formes, les formes progressives d'emblée. On parle de formes primaires progressives, où là il y a l'apparition de symptômes dès le début de la maladie. Et les formes dites secondairement progressives, où l'évolution du handicap se fait en dehors de poussée. Alors après, les symptômes. Est-ce que je peux... Pardon, est-ce que je peux rebondir un petit peu sur les différentes formes de SEP, ça t'ennuie pas? Oui, Si t'as un peu plus parlé des progressifs, parce que toi il me semble que tu as une forme progressive, hein, oui. de sclérose en plaques. J'aimerais juste rajouter, si je peux, les formes rémitantes, c'est souvent, au diagnostic, on est généralement diagnostiqué sous une forme rémitante de sclérose en plaques. Et pour expliquer, donc la forme progressive, comme tu le disais, ça évolue de façon vraiment continue. C'est ça, hein? Ouais. Oui. Moi, pour le coup, j'ai une forme rémitante. Christophe, donc, a une forme progressive. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez deux profils totalement différents aussi de sclérose en plaques. Et pour le coup, on est diagnostiqué pas depuis le même nombre d'années aussi. Moi, c'est plus récent que Christophe. Et la forme rémitante, donc ça évolue plus sous forme de poussée, comme je vous parlais tout à l'heure. Ça concerne la plupart des cas aussi. Et aujourd'hui, quand même si on n'a pas il vous parlera des traitements tout à l'heure, on a un petit peu plus de chances de rester plus longtemps sur une forme rémitante. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on a quand même plus de chances, pas de guérison, mais d'avoir moins de symptômes. Et on va plutôt avoir, donc on a des poussées, oui, en forme rémitante, et c'est surtout qu'on a des périodes de fluctuation sur des symptômes qui sont déjà existants, avec des périodes où des journées ça va s'accentuer, ou des phénomènes aussi avec la chaleur ou avec le froid, certains symptômes vont s'accentuer. Et il y a énormément en forme rémitante on en parlera tout à l'heure, de symptômes dits invisibles. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Un slide après. Hop. Tu veux que je passe ça direct? Alors, en ce qui concerne les symptômes, donc vous avez compris que... Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui était endommagé? Les neurones. Ouais. Les neurones. Alors c'est les nerfs quoi, en fait, hein. C'est l'information en fait électrique qui arrive jusqu'aux neurones. Et suivant la localisation des nerfs qui sont touchés, on a des symptômes différents. C'est pour ça que on appelle aussi la SEP la maladie aux 1000 visages. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes symptômes comme on peut l'avoir quand on a une toux par exemple, tout le monde a le nez qui coule quoi. Là, ça peut être très différent. Donc il y a des symptômes visibles, ceux que vous voyez directement. Par exemple, quand en ce qui concerne les troubles moteurs, donc soit les gens ont une canne, un déambulateur, voire sont en fauteuil roulant. Les troubles du langage, où là, ça se voit, ça s'entend quand la personne s'exprime, et des tremblements. Mais après, il y a, c'est la grande majorité des symptômes invisibles. Par exemple, un symptôme qui est très courant, c'est la fatigue. Une fatigue inexpliquée qui arrive. D'habitude, la fatigue, elle arrive quand on a fait un effort physique intense, et là, on est essoufflé et tout. Là, cette fatigue-là est un peu particulière. Il y en a même qui l'appellent la septige. Elle arrive au courant de la journée, pas suite à un effort particulier, mais tout d'un coup, et on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il y a des douleurs aussi,
c'est très répandu également. On parle de douleurs neuropathiques. La spasticité aussi, qui rendent les membres soit avec des tremblements ou alors avec des raideurs. Hein, on a les jambes, on a l'impression d'avoir deux bouts de bois à la place des jambes. Il y a les troubles de la vue également. Ça c'est assez fréquent aussi. Quand les gens font des poussées, souvent ils perdent carrément la capacité de voir d'un œil, quoi. C'est comme s'ils perdaient un œil. Est-ce que tu veux que je te le tienne? Non, ça va. Il y a des troubles cognitifs. Alors, les troubles cognitifs, ça peut être la mémoire, la concentration, le travail de double tâche. C'est des choses qui se travaillent après avec un orthophoniste. Et il y a les troubles de l'humeur. Le fait d'être irritable, etc. Quand on vient de vous parler des symptômes, je ferai un petit focus du coup sur les troubles de la vue. Parce que justement, dans la plupart des cas, quand on sonde un petit peu les personnes atteintes de sclérose en plaques autour de nous, il y en a beaucoup qui ont commencé par des névrites optiques, donc des problèmes de la vue, où ils perdaient la vue d'un œil, où ils avaient une vision floue dans la totalité, pour la plupart. Et c'est souvent comme ça qu'ils ont été, qui ont été interpellés et qui ont commencé à consulter aussi. Alors, il y en a beaucoup qui disent oh, c'est pas grave, ça va passer, c'est de la fatigue. Voilà. Ça dépend un peu du médecin qui prend en charge tout ça. Il y a différents symptômes qui peuvent être liés à la prise en charge d'un futur diagnostic. Ça peut être, voilà, comme le disait Christophe, des raideurs, ça peut être la perte d'usage d'un membre, une paraplésie. Donc quand on parle de paraplésie, ce n'est pas une paralysie totale, c'est une grosse raideur dans la main, c'est des problèmes de fourmillement, c'est ce genre de choses. Ça peut être dans les jambes, dans les pieds. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent alerter et qui font que on va essayer d'amener au diagnostic. Aujourd'hui, pour diagnostiquer d'une sclérose en plaques, donc on fait un examen biologique classique, analyse d'urine, prise de sang. Il y a quand même des grosses recherches qui sont faites, qui partent dans plusieurs laboratoires sur Marseille et sur Paris, il me semble, pour les analyses biologiques. Et le classique, ça va être l'IRM cérébral et ou IRM de ponction lombaire, de moelle épinière. Et si je prends mon exemple, moi, les premières lésions que j'ai eues, ça a été au niveau de la moelle épinière, sur les cervicales donc C5 et C6. Et ça m'a affecté donc, tout le nerf au niveau donc, du bras et de la main droite. Donc j'avais une paralysie totale. Alors, vu que j'ai une forme rémitante, on en parlera après tout à l'heure avec les traitements, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer quasi à 100% avec des périodes de fluctuation. Et après, l'examen qui permet vraiment de valider cette prise en charge de diagnostic, ça reste la ponction lombaire. Voilà, on ne peut pas y éviter. C'est les seuls moyens aujourd'hui de savoir vraiment si on a une sclérose en plaques ou pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas réellement les causes, pourquoi on a ce diagnostic-là. Il semblerait qu'il n'y ait pas de facteur héréditaire. Il n'y a pas de souci aussi derrière pour les femmes d'avoir une grossesse. Il y a même des traitements de fond aujourd'hui qui existent, qu'on peut continuer pendant les grossesses, pendant les allaitements. Donc ça, c'est assez confortable et rassurant. Pour éviter aussi les risques de poussée après l'accouchement, c'est quand même hyper important. Au niveau voilà, de pourquoi on a ce diagnostic, d'où ça vient, il y a eu un temps, il parlait de je ne sais plus quel vaccin aussi, qui disait est-ce que c'est pas, je ne sais plus lequel c'était. C'est le virus EBS. Ouais, je ne me rappelais plus. Donc il semblerait, il y a une étude, il semblerait que ça ne vienne pas de là. Donc aujourd'hui, on ne sait pas réellement pourquoi on arrive à avoir cette maladie. Souvent, elle est déclenchée avec un gros facteur de stress. Et quand on discute un peu entre nous, au final, pour la plupart, ça a été un peu le cas. Tous pour chacun, il y a eu un événement de vie ou un gros facteur de stress, un burn-out, la perte ça va être le décès. Et il y a souvent un facteur de stress et le diagnostic de la maladie qui arrive au final pas si longtemps après. Donc on va venir à vous parler des traitements. Alors,
en ce qui concerne les traitements, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif qui existe. Hein. La recherche a fait beaucoup de progrès ces derniers temps, mais par contre, ils n'ont toujours pas trouvé quel était le facteur, enfin s'il n'y en a qu'un seul, a priori, il y en a plusieurs. Alors par contre, il existe, il y a 30 ans, il n'y avait pas de traitement du tout. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, et ce sont des traitements qui consistent à retarder en fait la progression de la maladie, quoi. On n'a pas de traitement pour l'arrêter, mais on a beaucoup de traitements pour la ralentir. Et quand on a des poussées, les gens en général peuvent être traités à l'hôpital par des corticoïdes pour atténuer cette poussée-là. Et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas le moins possible de symptômes par la suite. Après, il n'y a pas, bon, à part les traitements de fond, il y a des traitements symptomatiques. On peut notamment traiter la spasticité ou la marche par des exercices pris en charge par le kinésithérapeute ou l'ostéopathe, ou alors par des activités sportives, des activités physiques, ce qu'on appelle l'APA, l'activité physique adaptée. Et puis après, par une vigilance au niveau de l'alimentation et du sommeil également. C'est vrai que par rapport au traitement, donc il y a les traitements de fond dont Christophe a parlé, qui nous permettent, pour rajouter un petit peu, donc d'éviter que la maladie évolue, d'éviter justement qu'on ait des poussées. Mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Il y a beaucoup d'effets indésirables aussi sur ces traitements de fond-là. Et c'est pas toujours facile de trouver le traitement de fond qui convient à tous. Il y en a beaucoup qui ont testé, et au début de la maladie aussi, 5, 6 traitements de fond, et il n'y en a aucun qui va. On en a une dans l'association justement qui n'a pas de traitement de fond, qui est une jeune diagnostiquée en plus, qui a à peu près mon âge, une trentaine d'années. Ça fait 3 ans, je crois, si je me souviens bien, 3 ou 4 ans qu'elle a la sclérose en plaques, elle n'arrive pas à trouver un traitement de fond qui lui va. Donc c'est un petit peu compliqué là-dessus. Et après, effectivement, quand on a des poussées, donc on a des corticoïdes souvent à l'hôpital. Et aujourd'hui, certains neurologues permettent aussi, on peut avoir les corticoïdes en cachet en fonction de la poussée, de comment elle est aussi, et des symptômes et de ce qui est touché, voilà, entre guillemets, et donc tous ces fameux traitements qu'on peut avoir pour les douleurs qu'on peut avoir à côté. Et après, ce qui est hyper important, c'est quand même une bonne hygiène de vie. Il y en a beaucoup qui parlent de régime sans gluten, sans lactose, sans gluten parce que ultra inflammatoire, et donc la sclérose en plaques, maladie inflammatoire, donc forcément, c'est pas forcément toujours compatible. Ça marche pas pour tout le monde. Faut tester un petit peu ce qui va bien. Le sport est hyper important, donc on peut en faire un maximum. Le sommeil, comme le disait Christophe, et la gestion du stress et de ses émotions. Donc après, il y a de la sophrologie, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. La méditation, il y a plein de choses à côté qu'on peut mettre en place pour essayer de nous apaiser un petit peu et de nous aider. La médecine chinoise aussi. Il y a plein de choses qui peuvent exister en parallèle, qui peuvent aider un petit peu là-dessus. Vu qu'on est bien dans les temps, avant qu'on vous parle de l'assaut et de ce qu'on fait, je ne sais pas si ça peut être bien, s'ils ont des questions peut-être à nous poser sur ce qu'on a dit, sur la maladie, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Oui. Par rapport à la partie avec des poussées, en fait, la maladie avec des poussées. Quand vous dites une poussée, ça se représente par une crise en fait qui peut arriver à des moments qui va déclencher, ou c'est plus le fait qu'elle va progressivement augmenter, puis ensuite ça va s'arrêter un petit peu, puis progressivement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais généralement quand on a une poussée qui... Alors on nous parle de poussée quand on a normalement un nouveau symptôme qui est là depuis plus de 24-48 heures. Si c'est un symptôme déjà existant, théoriquement, c'est pas censé être une poussée. C'est vraiment, ça va être un nouveau symptôme existant. Après, la poussée, il la détecte aussi généralement quand il y a suspicion de poussée, donc c'est-à-dire nouveau symptôme,
Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de problème de vue. Donc si un jour je perds la vue d'un œil, bon là je vais vite m'alerter, je vais contacter la neuro. Et après, généralement, en fonction des zones qui sont touchées aussi, le neurologue il va me dire s'il faut faire une IRM cérébrale de contrôle ou moelle épinière. Parce qu'en fonction des zones, ça sera soit le cerveau touché, soit la moelle épinière. Après, il y a des poussées, des fois, qu'ils appellent des poussées non cliniques, qui ne sont pas forcément des fluctuations. Moi, je prends mon exemple parce que je peux en parler facilement. Septembre 2021, j'étais dans la 2e année de BTS d'ailleurs, donc pour la petite parenthèse, si vous avez des coups durs, pas lâcher. J'ai perdu l'usage de mes 2 jambes du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvée forcément à l'hôpital, j'ai été arrêtée 3 mois et demi. Et là, nouveaux symptômes, donc direct, j'ai compris, j'avais quasi pas dit que c'était une poussée. Donc hospitalisation, neuro, on a fait l'IRM de contrôle, mais on l'a fait un peu tardivement et après les corticoïdes, parce que justement, nouveaux symptômes, suspicion de poussée, le neuro il fait quand même un examen clinique, il vient, il nous fait des tests sensitifs, etc. Et en fonction, il dit oui, poussée, donc corticoïdes. Donc là, 4 jours de corticoïdes à l'hôpital et j'ai eu IRM que 3 semaines après. Donc l'IRM a peut-être été un peu faussée, parce que justement, les corticoïdes, normalement, ils commençaient à faire effet, donc rien à l'IRM. Donc là, la neuro, à l'époque, m'avait parlé de poussée non clinique. Donc c'était peut-être lié à un facteur de stress, peut-être lié à plein de choses. Mais au final, grâce aux corticoïdes, grâce à la rééducation, au bout de 1 mois à peu près, je tenais debout 2-3 secondes avec de l'aide. Donc j'ai été en fauteuil quelque temps. Et j'ai eu la chance justement parce que prise à temps, parce qu'encore en forme rémitante. Et après avec de la rééducation, à remarcher. Aujourd'hui encore, je dois faire du kiné 2 fois par semaine. Je fais des étirements tous les matins. Christophe parlait de l'effet jambes de bois. Tous les matins, j'ai l'impression d'avoir 2 poteaux à la place des jambes. C'est ultra raide, ultra gonflé, ultra douloureux. Mais voilà, j'ai de la chance, je marche, je cours, je fais du sport, donc je vais pas me plaindre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question sur les poussées. Oui. Est-ce que vous avez d'autres symptômes en dehors des jambes sur le tête? Je vais peut-être commencer à en parler, je veux dire. Les symptômes, c'est comme l'image de l'iceberg là qu'on a montré, c'est peut être très très différent quoi. Est-ce que tu peux préciser la question? Quels sont les symptômes qu'on a, en fait, qu'on a nous personnellement? Qu'on a nous? Ouais. Que vous avez eu vous dans votre cas, dans votre 2e année? Tu veux que je commence? Oui. Alors, moi, En symptômes de manière générale, moi j'ai commencé tout début par une paralysie de la main droite. Après en symptômes, j'ai le sensitif moi qui est beaucoup touché. Il y a des fois je sens rien dans les jambes, dans les mains, je peux toucher des choses rugueuses, des choses qui piquent, je sens pas, j'ai pas cette différence de sensation là. Au niveau des symptômes, après j'ai des troubles urinaires, ça fait partie des symptômes de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme symptômes? Donc j'ai des raideurs musculaires, articulaires, des troubles sensitifs, des troubles urinaires, la fatigue chronique, je pense qu'on en a un petit peu tous. Donc au final, moi j'ai pour le coup, que des handicaps invisibles. Il n'y en a qu'un des symptômes qui ne fait pas partie des symptômes invisibles, on va dire, c'est les troubles de l'équilibre parfois. J'ai des troubles de l'équilibre et des problèmes de vertige. Donc il y a des fois, je peux être debout dans la file d'attente au supermarché, et puis d'un coup, c'est comme si j'avais bu une bouteille de vodka, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi, que je suis complètement raide. Et bon là c'est un peu, et puis pardon, quand il faut commencer du coup à marcher un petit peu et puis qu'on titube, voilà, sur ces symptômes là, ça peut être un peu compliqué après le regard des autres, il y a toujours du jugement et voilà, bon après moi je passe un peu au-delà et je m'en fiche un petit peu parce que c'est dans mon tempérament, je me dis s'ils veulent juger ils jugent, voilà, mais voilà moi au niveau de mes symptômes. Ce que j'ai. Je sais pas si toi tu veux. C'est un anecdote qui sont totalement différents de moi, pour le coup, je pense. Non, par contre, c'est vrai que le symptôme de l'équilibre, on a l'impression vulgairement d'être pété, quoi. Alors qu'on n'a pas bu une coupe d'alcool, mais les gens. Le regard des gens est assez difficile. Moi, je sais que j'ai attrapé plusieurs fois le Covid, et à chaque fois il évoluait en fait sur un terrain un peu fragile, hein, vu que mon système immunitaire était KO. La première fois
il m'a mis, j'étais debout, il m'a mis dans un fauteuil. La deuxième fois, il m'a mis dans un lit. Entre-temps, bah, j'ai suivi les conseils d'une thérapeute en médecine chinoise. Et la troisième fois, j'ai été malade pendant 3 jours simplement. Donc, maladie normale, quoi, si je puis dire. Et voilà. Il faut savoir du coup aussi de base, comme toute maladie auto-immune, on a un système immunitaire qui va être plus fragile. Donc on chope tout ce qui passe, quoi, en gros, généralement. Après, et on a aussi, en fonction des traitements de fond qu'on a, qui vont être soit des immunomodulateurs, soit des immunosuppresseurs. Quand on a des traitements de fond qui sont des immunosuppresseurs, ben là on a une immunité qui est encore au ras des pâquerettes. Et là, bah, effectivement, Covid, ça peut être des formes plus graves, les grippes, ce genre de choses aussi. Et donc voilà, d'où l'intérêt quand même d'essayer d'être vigilant au maximum. Et après, il y a des choses, on parlait des traitements, on parlait des choses beaucoup plus médicales. Tout à l'heure, on a aussi parlé un peu de kiné, de sophro, de médecine chinoise et tout ça. Mais il y a aussi des choses pour essayer de booster, entre guillemets, son immunité. Avec de la gelée royale, des pépins de pamplemousse, des petites choses ou de l'homéopathie pour essayer justement de se protéger un max ce système immunitaire et d'éviter d'attraper certaines formes un peu plus graves sur des grippes ou des Covid. Et puis après, forcément, on va pas rentrer dans la politique des vaccins, mais voilà, on est censé se faire vacciner obligatoirement, rappel Covid, rappel grippe. Voilà. Après, il y a 2 écoles là-dessus, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais c'est vrai qu'avec des pathologies comme ça, et pas qu'avec la sclérose en plaques, hein, mais c'est vivement conseillé quand même de redoubler de vigilance là-dessus. Parce que, comme le disait Christophe, des fois une grippe ou un Covid, quand on a un système immunitaire beaucoup plus fragile, ça peut aussi développer malheureusement certains aspects de la maladie. Il y a une question? Non? Bon, on va vous parler un petit peu de l'association CEP Avenir. Donc l'association CEP Avenir, c'est une association qui n'est pas si vieille que ça au final. Je ne sais même pas depuis combien de temps elle existe. Ça fait au moins 6 ans en tout cas qu'elle existe, si ce n'est plus. Parce que moi je l'ai toujours connue, mais je ne sais pas si tu le sais. Elle a été créée par une personne, Eva Godet, qui a eu la CEP et qui a fait un séjour de rééducation il y a 7 ans. C'est une association qui est présente sur Facebook, sur plein de choses. C'est une asso digitale, principalement, effectivement. Donc, j'avais pas la date exacte de création, parce que moi, c'est vrai que je la connais depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Mais effectivement, c'est une association qui a été créée par une patiente, donc atteinte de sclérose en plaques, parce qu'il y avait déjà des associations existantes. À l'époque, ça s'appelait, la plus grosse asso qu'il y avait, c'était l'ARCEP, qui est devenue France CEP, donc France Sclérose en plaques. Mais il faisait principalement de la recherche médicale. Il y avait aussi un peu de soutien psychologique et tout ça, mais l'objectif vraiment d'Eva, c'était de pouvoir créer une communauté de patients et de pouvoir vraiment s'entraider entre nous. Parce que alors oui, on a des professionnels de santé, des neuros, des kinés, des psychologues ou autres, mais au final, par expérience perso et en discutant avec beaucoup, à l'annonce du diagnostic, on va souvent tous voir une psychologue ou plusieurs, parce qu'on en teste plusieurs. C'est pas tout. Il y en a pour qui ça marche très bien, et il y en a pour qui ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'avoir une communauté, de pouvoir parler entre patients, de pouvoir se soutenir, s'entraider, et au final on se comprend beaucoup mieux, et on arrive aussi beaucoup mieux à se soutenir et à s'entraider entre patients parce qu'on sait de quoi on parle, et on est beaucoup plus facilement compris. Il n'y a pas si longtemps, pour avoir échangé avec un étudiant en psychologie, il me dit en fait on n'étudie pas forcément ces pathologies-là, et quand on a des patients qui arrivent avec des pathologies lourdes, auto-immunes, chroniques, il me dit on ne sait pas trop comment les aider en fait. On écoute, mais on n'a pas forcément les clés pour les soutenir, à avoir les bons mots. Donc c'était vraiment le rôle d'Eva Godet de pouvoir créer cette petite communauté de patients. Donc en fait on est vraiment que des patients bénévoles.
tous atteints de sclérose en plaques au sein de l'association CEP Avenir. Donc voilà, comme on le disait, c'est une asso digitale. Donc on est partout en France. Aujourd'hui, l'association elle est immatriculée en région PACA parce qu'on a changé de président cet été. Donc, le nouveau président de l'association, c'est Alpha Barry. C'était déjà un bénévole de l'association, il était déjà très investi dans l'asso. Donc le but, c'est de s'engager contre l'isolement, pour permettre aux patients de se rencontrer, de se réunir, de pouvoir parler librement et de pouvoir aussi, la chose qui revient souvent au début aussi à l'annonce du diagnostic, et c'est là où avec cette communauté on arrive à s'entraider aussi, c'est comment annoncer ça à ses proches. C'est la grosse question, et c'est vrai que c'est le truc qui n'est pas abordé par les médecins, par les neuros, et c'est pas forcément toujours simple, donc on arrive avec ce soutien, cet accompagnement aussi à apporter avec les expériences de chacun, qui sont diagnostiqués pour la plupart depuis voilà, un certain nombre d'années, de pouvoir se soutenir, s'entraider et se donner des petits conseils perso là-dessus. Et la plus grosse chose mise en place par l'association de CEP Avenir, c'est le système de parrainage. Donc en adhérant à l'association, en tant que patient, ou même en tant qu'aidant, il me semble qu'il y a des aidants, des conjoints, des parents, des frères ou des sœurs qui ont eu quelqu'un diagnostiqué de la sclérose en plaques. On peut choisir donc un parrain ou une marraine qui a la sclérose en plaques pour pouvoir justement parler librement de tout ça et avoir quelqu'un avec qui échanger et avoir du soutien. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui est de la même région, hein, du coup, vu qu'on est une asso digitale et qu'on est partout en France. Mais ça, moi je sais, j'ai connu cette association via le parrainage, justement. Et après, avec la marraine que j'avais choisie sur cet asso, elle-même après a eu des soucis de santé autres que la CEP. Et elle avait besoin de faire un petit break aussi, donc elle nous avait dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je fais un groupe Messenger où je mets tous mes filleuls dedans, je sais pas, une petite dizaine je crois. Et elle a dit, voilà, si vous pouvez essayer de vous soutenir, de vous entraider entre vous, je vais essayer de continuer d'être présente, mais j'ai besoin de prendre du recul aussi, de prendre soin de moi. Et grâce à ce petit groupe Messenger, on a été 2-3 à bien sympathiser et à continuer le discours à côté. Et en bouche à oreille, en fait, les uns les autres, on a commencé à 2, 3, 5, 6, 10, et je crois qu'on est bien 25 maintenant sur la team toulousaine, on va dire, de patients à se connaître, grâce à l'asso et grâce aux différents événements qu'on a pu faire. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Et donc vous parlez des CEP, enfin nous on s'appelle les CEPiens, parce que donc CEP, sclérose en plaques. Donc on a créé donc notre petite team de CEPiens toulousains, on est à peu près 25 je crois maintenant, où on fait régulièrement des petits événements entre nous. Dans la communauté CEP Avenir, il y a aussi le groupe Team CEP Warrior sur Facebook, qui est un groupe dans lequel il y a tous les bénévoles au niveau national de l'asso, tous les adhérents, et pas que des adhérents, aussi des personnes qui ont envie de soutien, d'accompagnement, toujours pareil, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir un parrain ou une marraine ou un besoin, qui ont juste des questions. On peut publier aussi de manière anonyme, donc c'est assez pas mal, c'est vraiment pas mal je trouve ce groupe Team CEP Warrior, parce que quand on a des questions mais qu'on n'a pas forcément envie d'en parler ouvertement, ça permet quand même d'avoir certaines réponses. Et donc après, les bénévoles au sein de l'asso qui permettent donc de pouvoir soit être parrain, soit être marraine, soit pouvoir organiser aussi des événements comme nous on le fait sur Toulouse, on va en parler un petit peu maintenant. Donc au niveau national, il y a 3 ans maintenant, ils avaient fait le festival de la CEP à Cannes sur tout un week-end, sur à peu près la même période que le festival de Cannes justement, je crois qu'il avait fait 1 ou 2 semaines après. Pour pouvoir sensibiliser au handicap invisible, proposer des ateliers, proposer aux patients de se rencontrer, de passer un bon moment. Donc, ils avaient fait ça sur tout un week-end. Il y avait, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne vont pas le connaître, Dominique Farrugia, qui était là. C'est pas trop notre génération à la base. Moi, je le connais forcément, mais parce qu'il a une sclérose en plaques aussi. Et tu veux rebondir là-dessus ? Oui, il fait partie des nuls. Vous connaissez les nuls peut-être, non ? Ça va alors. Vous pouvez rester du coup. Et donc il était parrain de l'association à l'époque, qui maintenant je crois est devenu parrain de France Sclérose en plaques.
parce que plus gros asso qui soutient des choses différentes, qui fait de la recherche médicale. Donc lui, au vu de son état de santé aussi, peut-être qu'il avait plus envie de se tourner vers ça. Mais on fait vraiment deux choses différentes avec France CEP, avec CEP Avenir. Donc au final, on est assez complémentaires. Ils organisent aussi des journées CEP et ski, donc pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir passer des journées de convivialité, de pouvoir refaire du ski pour certains. Parce qu'il y a des possibilités d'aménagement aussi pour faire du sport aujourd'hui, pour faire d'autres activités sportives. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec l'asso pour sensibiliser un peu. Après, il faut aussi des événements. Ils avaient organisé donc un marathon à Biarritz qui refont, je crois que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils le font maintenant. Ils vont le refaire encore là, cette année. Et ce genre de course aussi, c'est pour récolter des fonds pour pouvoir organiser d'autres journées, comme la journée CEP et ski, comme le festival de la CEP qu'il y a eu. Et après, en fonction des régions et des bénévoles et des référents qu'il y a aussi, il peut y avoir des sorties un peu entre patients, entre aidants. Nous, sur Toulouse, même avant que je passe référente de l'asso, on faisait souvent des petits restos entre nous, on se réunissait l'après-midi autour d'un café, voilà, des choses assez conviviales et de manière totalement informelle. Et depuis peu, on a eu la chance de signer une convention sur Toulouse avec le CHU de Toulouse, qui nous permet de pouvoir organiser des cafés patients au sein du CHU et de pouvoir donc se rencontrer, se réunir dans un lieu où aussi on a cette chance d'avoir tout qui est fourni, donc pour des personnes qui peut-être en termes de budget, des fois c'est toujours un peu délicat, mais grâce à cette convention, on peut permettre des rencontres beaucoup plus facilement pour les patients. Et avec la convention, l'objectif aussi, c'est que le CHU il puisse nous amener, si besoin, des nouveaux patients diagnostiqués qui ne connaissent pas d'asso et qui ont besoin aussi de soutien et d'accompagnement. On est là aussi pour accueillir des nouveaux patients. Tu voulais rajouter quelque chose ? On avait aussi participé à la journée du handicap au CHU de Purpan, donc où il y avait plusieurs maladies qui étaient représentées, pour nous parler un peu du handicap invisible, parce que la CEP fait partie des handicaps invisibles, comme 70% des handicaps d'ailleurs, donc c'est quand même assez important là-dessus. Et après, on va vous parler un petit peu aussi de ce qu'on fait sur Toulouse, parce que mine de rien, on a la chance de pouvoir faire pas mal de choses. Est-ce que vous avez peut-être des questions jusque-là, sur l'asso, sur d'autres choses ? Oui. Est-ce qu'il y a quand même des membres qui sont non atteints de la maladie dans la situation ? Alors aujourd'hui non, parce que c'est vrai qu'on n'était qu'une asso on n'est qu'une asso de patients bénévoles, mais par contre sur les événements qu'on a pu faire sur Toulouse, effectivement, que ce soit, on va en parler tout à l'heure, il y a eu en fait un bouche à oreille de la part de nos familles ou de nos amis, des gens qui ont voulu nous aider, donc qui ont aidé de manière bénévole mais non officielle. Et là c'est un sujet qui est un petit peu en discussion avec Alpha, le président, avec qui j'échange un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que on a des amis de la famille autour de nous qui ont envie de s'investir beaucoup plus là-dessus, donc on essaie de voir comment on pourrait ouvrir le bénévolat à justement des personnes qui ne sont pas atteintes de la sclérose en plaques, parce qu'il y en a qui ont envie de nous aider, donc ça fait plaisir aussi, mais il faudrait voir comment on peut parce que du coup ça changerait un peu le slogan un peu de l'asso qui est par des patients, pour des patients, ça serait plus trop vrai aussi, donc mais effectivement, on n'est pas fermé à ça, parce que toute aide est toujours la bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui, ça se fait de manière non officielle, mais on accepte tout le monde, bien évidemment. Et même aux événements qu'on fait, au repas ou autre, le dernier repas au resto qu'on a fait, moi j'ai une de mes amies qui n'a pas du tout la CEP, qui a voulu venir justement pour pouvoir rencontrer d'autres patients et voir un petit peu comment ça se passait, échanger avec nous. Donc voilà, on accepte vraiment tout le monde avec grand plaisir. Donc vous l'avez vu, donc là je vous ai noté tombola, emballage cadeau. En fait on organise pour la seconde édition la journée de la sclérose en plaques à Toulouse. On a fait la première édition l'année dernière, on va vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Le 1er juin, c'était le 1er juin 2024. Et on avait fait ça de manière 100% bénévole, on avait zéro budget, on a organisé ça en 3 mois, ça avait été un peu sport. Ça avait quand même bien marché, on avait eu à peu près 110-120 personnes sur toute la journée. Donc pour une première et pour un petit truc où tout a été fait de manière 100% bénévole, on avait zéro budget, on s'est dit c'est plutôt chouette. Pour le refaire et qu'on puisse faire quelque chose encore mieux, on s'est dit il nous faut des fonds, il faut qu'on récolte des dons pour pouvoir permettre aux patients de leur proposer des ateliers, de privatiser le lieu, de faire quelque chose d'un peu plus sympa et de différent et de prendre en compte aussi les demandes qu'on a eues.
Donc là, on a organisé, au mois de décembre, on a fait les emballages cadeaux, donc au Cultura, on a récolté des dons là-dessus, donc avec justement des bénévoles qui n'étaient pas à la salle, qui sont venus nous aider. On a organisé aussi une tombola, on vous en parlera tout à l'heure si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil et de nous soutenir pour l'organisation de cette future journée. On a des lots sympas en plus à gagner, on a je crois qu'on a plus d'une trentaine de lots à gagner, 30 ou 35 lots, quelque chose comme ça. Et des lots de valeur, en plus des choses vraiment sympas, des places au Phoenix Toulouse Handball, des vols en avion, des entrées à Cité de l'Espace, des bons cadeaux dans des restos, halles de la cartoucherie. Enfin, il y a plein de lots, je n'ai pas tout retenu, mais il y en a vraiment un paquet. Et tout ça pour pouvoir organiser la journée de la sclérose en plaques, dont, si voilà, vous voulez bien, on va vous passer un petit extrait de ce qui s'est fait l'année dernière. On a eu la chance d'avoir une journaliste de France 3 Occitanie qui est venue nous filmer, faire un petit reportage sur la journée. Donc je vais vous diffuser ça. J'espère que le son est un peu bordel. Et ça a planté. La sclérose en plaques, après les accidents de la route, elle est la première cause de handicap chez les jeunes adultes. En Occitanie, 10 000 personnes en souffrent. Ce samedi, une association organisait une journée dédiée à cette pathologie, échanger, partager son expérience de la maladie, un moment sous le signe de l'entraide et du réconfort auquel ont assisté Sandra Varlevitch et Thierry Léger. Lorsque Rizlan Oueloul a appris sa future maternité, il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Transat, lit, table allongée, tout a été étudié ou bricolé. C'est pas un bureau, c'est des éléments que j'ai choisis avec une hauteur particulière, avec des pieds qui me permettaient à moi d'avoir une hauteur parfaite pour être à mon niveau, pour pas avoir à rester debout. Car cette jeune maman souffre de sclérose en plaques, une maladie qui affecte son système nerveux central. Faiblesse musculaire, troubles sensitifs, cognitifs, douleurs neuropathiques, la liste des symptômes est longue et la maladie dégénérative. Il n'y a toujours pas de traitement curatif. C'est une maladie qui prévient pas, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est une maladie qui change d'une personne à une autre. Donc une personne peut souffrir d'une sclérose en plaques, on peut avoir 10 personnes avec des symptômes complètement différents. Alors aujourd'hui à Toulouse, une association de patients organise sa première journée. Plusieurs ateliers y sont proposés, comme la sophrologie. Je vous invite à fermer les yeux. Quand on a des douleurs, ça fatigue. Ça fatigue énormément. Et plus on est fatigué, plus les douleurs sont là. Et ça s'accentue. Et là, non, j'avais pas ce ressenti-là. Je pensais à rien. Ouais, je pensais à rien. Et ça fait du bien. Moi, je soigne chez moi, à la maison. Et on souffre en continu, quoi. En fait, on est seul avec cette souffrance. C'est vrai que là, ça m'a fait du bien. Souvent, à l'annonce du diagnostic, on a une petite phase de déprime, quand même, un petit peu, parce que c'est une annonce assez difficile. On a l'impression qu'on va avoir une vie qui va être un petit peu compliquée, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles, qu'on peut mettre en place pour améliorer un petit peu notre quotidien. Et le but, c'est vraiment, oui, de se soutenir et de pouvoir sensibiliser aussi, parce que ça fait partie d'un handicap invisible. Et le regard des autres extérieurs peut être parfois compliqué. La sclérose en plaques est diagnostiquée entre 25 et 30 ans. Pour Rizlan, atteinte depuis 6 ans, c'est aujourd'hui une parenthèse conviviale, un moment de partage, comme un pied de nez à la maladie. Vous avez peut-être envie d'ajouter certaines choses, d'autres questions? Oui. Je sais qu'on n'a pas vraiment de cause, on ne sait pas encore la cause pour ça, mis à part le stress. Mais je me demandais si le fait d'avoir eu un accident criant, par exemple un AVC, pouvait augmenter les chances d'avoir cette scène. J'avoue, j'ai pas la réponse. Sincèrement, j'ai pas la réponse à ça. Il y a des symptômes en plus de l'AVC et de la sclérose en plaques qui peuvent des fois se ressembler un petit peu. Mais de ce que j'en sais, en tout cas, le fait d'avoir eu un AVC, normalement,
je sais pas si toi t'en sais plus, moi des infos que j'ai en tout cas, il n'y a pas de risque en plus de développer une sclérose en plaques après un AVC. Il y a plein de maladies de façon neurologique qui ne sont pas forcément liées. Parkinson, Alzheimer, maladie de Charcot, qui sont des maladies neurologiques. Si je ne me trompe pas, Charcot c'est neurologique aussi. Hein. Il me semble, oui. Mais qui ne sont pas forcément liées. Par contre, quand on a une maladie auto-immune, quelle qu'elle soit, on peut en développer d'autres. Ça peut arriver. Il y en a certains d'entre nous, ça n'a pas forcément été la sclérose en plaques au début, mais voilà, il peut y avoir, il y en a beaucoup chez les femmes qui ont sclérose en plaques, endométriose, qui ont les deux. Et après, quand on a deux pathologies aussi comme ça, c'est compliqué des fois de détecter certains symptômes, parce que troubles urinaires, parce que troubles digestifs avec la sclérose en plaques. Il peut y avoir des troubles aussi sexuels avec la sclérose en plaques, c'est pas forcément fun, mais bon, c'est comme ça, il faut en parler, il n'y a pas de tabou non plus, enfin, moi en tout cas j'en ai pas. Mais, et c'est des symptômes pour le coup avec l'endométriose qui sont aussi présents, donc il y a des fois on ne sait pas, CEP, endométriose, après voilà, et puis l'un entraîne l'autre aussi, donc voilà, d'où la gestion du stress quand même, de l'émotion et de la fatigue et du sommeil qui est hyper importante pour éviter... Et d'ailleurs, le stress peut être un facteur déclencheur de plein d'autres choses aussi, hein, de plein d'autres pathologies. Je ne sais pas si j'ai trop répondu du coup à la question. Si tu as des choses à rajouter, peut-être Christophe. Non, mais a priori... Ça marche ou... Non, il est éteint. D'accord. Le stress explique beaucoup de choses en fait. Alors, ça peut être un stress dû... provoqué par un AVC, mais dans mon cas, quand j'ai refait un petit peu le parallèle entre ma vie étudiante et professionnelle, les deux poussées que j'ai eues correspondaient à une période de stress importante, quoi, et qui ont fragilisé en fait mon système immunitaire et puis donc on laissait la place à la CEP pour s'exprimer. On s'est permis du coup de faire un petit peu de pub pour notre tombola. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil et scanner le QR code et nous soutenir et tenter votre chance du coup sur les différents lots à gagner, vous avez la liste de tous les lots. C'est quand même le QR code, la tombola on l'a faite sur le site Hello Asso, donc c'est assez pratique, comme ça vous recevez directement votre billet, nous on le reçoit aussi, et on fera le tirage au sort au plus tard fin avril, et ça nous permettra, du coup, vous avez les infos aussi, la date, de pouvoir financer, comme on disait tout à l'heure, la journée de la sclérose en plaques qu'on va faire le 14 juin 2025, donc au même endroit que l'année dernière, donc au restaurant Les Munitionnettes, juste avant les halles de la cartoucherie, et donc cette année on va proposer des choses un petit peu différentes, on va parler... des aidants dans la sclérose en plaques, on va parler de la grossesse avec la sclérose en plaques aussi, parce qu'on a eu des demandes là-dessus. Normalement, on aura le laboratoire Roche, laboratoire médical, qui sera présent sur cette journée. On va avoir des kinés qui vont être là, on va proposer des ateliers de sensibilisation sur les symptômes un peu liés aux troubles de l'équilibre, on en parlait tout à l'heure, et des ateliers aussi de renforcement musculaire, tout ça pour les patients. Et on aura une conférence médicale qu'on voulait faire l'année dernière, mais en 3 mois ça a été sport. Et cette année, on est trop contents parce qu'on a un neurologue qui va venir. Et ça, c'est franchement notre grosse victoire parce que depuis novembre, on galérait pour avoir un neurologue parce qu'ils sont forcément très pris. Donc on a un neurologue le Cornu-Barieux en plus de la clinique des Cèdres, donc un neuro local, donc ça c'est chouette. Et on proposera sûrement aussi d'autres choses sur la journée. On est en train de bosser justement sur le planning. Et après, un peu comme l'année dernière, le midi, voilà. C'est un événement qui est ouvert à tous, d'ailleurs, qui est gratuit, ouvert à tous. Tous les ateliers sont gratuits. Ça sera de 10h à 17h. Il y a la possibilité donc de déjeuner sur place le midi, directement au restaurant. La seule chose qu'on ne finance pas, c'est le repas. Forcément, voilà, tous les ateliers sont gratuits, la journée est ouverte. Et le midi, on fera un peu comme l'année dernière. Il n'y aura pas des danseuses de cabaret cette année. Voilà, ouais. Mais il y aura des danseuses quand même.
Il y aura 2 musiciens cette année. L'année dernière, on avait des chanteuses. Cette année, on aura 2 musiciens, un ou une chanteuse et des danseuses. On ne sait pas encore le nom, mais il y aura des danseuses aussi. Donc il y aura une petite pause artistique le midi. Et après, voilà, un lieu d'échange, de partage. C'est vraiment un lieu convivial qui est ouvert à tous. Et franchement, l'année dernière, ça avait quand même bien plu. Et on est content parce qu'on a eu le soutien aussi de Toulouse FM, de la radio 100%, où on a pu en parler un petit peu avant à la radio. France 3 Occitanie qui était venue. Donc voilà, cette année, on espère faire quelque chose de mieux. Voilà, grâce aux différents dons qu'on a pu avoir pour pouvoir permettre aux patients aussi de se rencontrer, de sortir un peu de l'isolement. Parce que l'année dernière, on a eu des patients qui n'étaient jamais venus dans des rencontres, à qui ça a fait beaucoup de bien aussi de venir et qui maintenant viennent régulièrement à d'autres événements. Donc c'est chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup, du coup. Oui ? Vous avez dit c'était quand ? Le 14 juin 2025. Okay. Sur le... Ah, bah ça marche plus. Sur le normalement sur le QR code... Ah putain, c'est vrai. Sur le QR code, sur l'événement Mélo Asso, on a remis la date. Justement. 14 juin 2025, puis de toute façon, on ne va pas tarder à vraiment communiquer dessus. Dès qu'on a bouclé le planning, on va faire l'affiche et on va commencer à communiquer sur l'événement. Merci beaucoup.